Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. L'actualité, c'est cette journée de la souveraineté retrouvée célébrée ce 14 janvier 2023 en souvenir à la grande mobilisation du peuple contre les sanctions de la CEDEAO. On se rappelle, ce jour, environ 4 millions de Maliens ont montré leur amour à la patrie et leur résilience au moment où il le fallait. Aux yeux du monde, les Maliens ont montré leur patriotisme au regard de l'impact de la manifestation historique du 14 janvier 2022, l'éveil de conscience. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pris l'initiative lors de la session du Conseil des ministres du 30 novembre 2022 d'institutionnaliser cette journée de la grande mobilisation, bien sûr, initiative officialisée lors du discours de Nouvel An 2023. Alors, pourquoi une journée de la souveraineté retrouvée? Quel est le poids du peuple pour la sauvegarde de la souveraineté et comment maintenir la flamme? Pour la réponse, nous avons fait appel aux représentants de la sous-commission mobilisation et logistique de cette journée, bien sûr. Il s'agit de M. Aruna Samake, membre donc de la sous-commission, et à certains analystes. M. Aruna, bonsoir. Bonsoir, madame. De Maï Niaré, elle est consultante en communication, vice-présidente du réseau international des femmes leaders. Bonsoir Maï. Bonsoir Sila, merci beaucoup. Et de Fodje Tandjegoura, il est sociologue, docteur bien sûr, maître de conférence. Bonsoir, docteur Tandjegoura. Bonsoir. Bienvenue à vous et merci d'être là pour éclairer nos lanternes. Sursaut patriotique, je l'ai dit tout à l'heure, contre les sanctions de la CEDEAO ce 14 janvier 2022, une date qui est entrée dans l'histoire donc du Mali. La symbolique est grande. Vous qui êtes de la mission d'appui à la refondation, on peut le dire ainsi parce que vous êtes du comité interministériel, Monsieur Samake, dites-nous, les Maliens soudés et résilients, d'abord, quelle est la symbolique de la journée? Quel est le sens que vous donnez à la célébration? Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, comme vous le savez, cette journée s'inscrit dans une logique depuis la ratification de la transition. Il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été posés et la journée, c'est la suite logique, effectivement, de ces actes-là. Donc, si vous voulez, la journée, c'est la réaffirmation de la volonté politique du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, par rapport au Mali. Il veut un Mali souverain, un Mali autonome et un Mali qui va décider de son sort et non l'inverse. Alors pourquoi journée de la souveraineté retrouvée? Elle était perdue? Oui, on peut dire quelque part qu'elle était perdue parce que quand on dit retrouver, ça veut dire quelque part que c'est perdu. Donc quand on retrouve ce qu'on a perdu, donc ça crée une certaine fierté, un sentiment de patriotisme. En réalité, il y a un passé récent, on peut dire que c'est d'autres qui décidaient à notre place. En un mot, on n'était pas libre de décisions en tout cas qui nous concernaient. Donc, je crois qu'il y a eu cette rupture-là. Et c'est pourquoi on parle de souveraineté retrouvée, parce que c'était ça l'idéal. Il y a aussi cet engouement du peuple de se retrouver, de montrer à la face du monde qu'on est soudé et qu'on est prêt à prendre notre destin en main. Vous savez que depuis les sanctions de la CEDEAO, vous l'avez rappelé dans votre introduction, les Maliens ont senti un sentiment d'injustice et qui a renforcé et réallumé la fibre patriotique du Malien. Donc les Maliens se sont sentis soudés, solidaires pour soutenir les plus hautes autorités du pays, surtout en ces moments très difficiles à l'époque. Donc c'était un retrouvaille pour les Maliens et pour soutenir, quoi qu'il en soit, en tout cas, les décisions nobles que les plus hautes autorités ont eu le courage de prendre au nom des Maliens et que les Maliens avaient le devoir de soutenir. Parce que lorsque le pouvoir est soutenu par le peuple, rien ne peut les empêcher d'aller dans le sens souhaité. Et c'est ce qui est arrivé avec cette journée qui a été instituée, journée de la souveraineté retrouvée.
Docteur Tanguy-Goura, sociologue, une journée historique, on l'a dit. Sa célébration est de quelle utilité pour le Mali, à votre avis? Bien, merci Sira une fois de plus pour l'invitation. Alors, célébrer la journée de la souveraineté, c'est d'abord toute une symbolique. C'est-à-dire que vous savez que tous les peuples connaissent des moments difficiles, connaissent des expériences collectives assez douloureuses. Donc, à l'issue de ces expériences, ce peuple sort résilient et se forge, n'est-ce pas, une conscience d'appartenance à un destin commun. Je crois que c'est ce qui est arrivé au Mali ici, avec, il l'a rappelé, un certain nombre de faits qui auront forgé, n'est-ce pas, le destin commun de tous les Maliens. Donc, en célébrant cette journée, c'est non seulement une reconnaissance de la part des autorités politiques vis-à-vis des populations, mais ça participe également à entretenir, puisque le patriotisme, ça doit être entretenu, ça doit se traduire en action comme on l'a vu, et donc ça participe en un mot à rapprocher davantage, n'est-ce pas, la vision des autorités de la transition, n'est-ce pas, de la vision des populations maliennes. Donc c'est toute une symbolique et ça reste à entretenir pour que ça puisse apporter ou aboutir aux objectifs escomptés. Et cela montre quelle image sociologiquement parlant? Cela montre une certaine maturité parce que la prise de conscience que nous sommes un peuple souverain, autrement dit, nous suivons la ligne qui nous est propre. Cela marque une indépendance et une certaine fierté. Et comme je l'ai dit, l'idée de souveraineté peut être pensée par une minorité politique, mais la souveraineté elle-même, ce sont les masses. Comme on l'a vu lors du 14 janvier dernier, c'est la masse qui symbolise, qui donne la force à cette souveraineté. Je pense que cette preuve a été donnée par nos populations qui se sont mobilisées. Donc ça peut rassurer les autorités de la transition que le peuple est debout et derrière. Donc le reste, la marche à suivre, ce sera dans les actions, dans les activités, pour entretenir, n'est-ce pas, ce début de patriotisme, en tout cas de souveraineté retrouvée, pour que ça puisse s'inscrire dans la longue durée. Une chose est de voir la souveraineté retrouvée, une autre est de maintenir la flamme. Oui, on va en venir dans le débat. Le temps de faire réagir Maï Niaré. Maï Niaré, spécialiste en communication, consultante. Vous êtes femme leader aujourd'hui, votre voix compte beaucoup. Voir les Maliens soudés, décider à prendre leur destin en main, qu'est-ce qu'on doit comprendre par souveraineté retrouvée, à votre avis? Merci beaucoup, Sira, pour l'invitation et merci pour la question. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut créer dans un pays ou dans un monde où les gens ne se parlent pas, ne se comprennent pas, ne tirent pas dans le même sens? Et depuis 2012, le Mali était à un carrefour très important de son histoire. Et nous tirons dessus, nous tirons dans des sens divergents. Nous n'avons pas les mêmes points de vue ni la même vision de la gestion de ce pays. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas complètement terminé. Mais nous avons pris conscience, et c'est aux actifs de la transition, nous avons pris conscience que nous avons un destin commun et que nous sommes condamnés à vivre ensemble ou condamnés à mourir tous ensemble. Et ça, ce n'était pas donné. C'était vraiment, on était loin de penser ça. Nous avons pensé que nous pouvions exister sans notre pays. Nous pouvons exister sans préserver les intérêts et la souveraineté de notre nation. Et aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, nous avons compris que nous n'existons pas sans le Mali. Nous n'avons rien et nous ne sommes rien sans le Mali. Si le Mali existe, nous existons après. Et aujourd'hui, nous avons décidé de taire ensemble, dans un mouvement d'ensemble, nos intérêts divergents, personnels et nombrilistes, pour entamer la démarche vers notre souveraineté définitive. Nous sommes en chemin, peut-être qu'on n'a pas retrouvé encore à 100%. Et le triptyque du chef d'État définit la ligne et la ligne rouge pour le Mali et pour les avenirs et pour les générations futures, notamment la souveraineté du Mali qui doit être respectée par toutes les générations et durant des siècles et des siècles. Le respect des choix opérés par le Mali, ça doit être respecté par les Maliens d'abord avant qu'on ne parle des autres. Et le dernier point, c'est la préservation de l'intérêt. On va en venir tout à l'heure. Oui. Et donc ça rentre
dans le premier point, la souveraineté retrouvée est le premier point, c'est l'intérêt et c'est la préservation de la souveraineté de notre pays. On va les détailler tout à l'heure. Exactement. Alors, Monsieur Samaki, il y a quand même une question qui vient à l'esprit de tout le monde ces derniers temps. C'est une deuxième date d'indépendance du Mali ou bien qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'il y a une éveil de conscience. Il y a une éveil de conscience qui a participé à renforcer le sentiment d'appartenance au Mali. Donc, le sentiment d'être malien. Et être malien, effectivement, il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles les Maliens sont beaucoup attachés. Donc, pas que c'est une nouvelle indépendance, mais en réalité, il y avait des défis qu'il fallait relever. C'est-à-dire que si on est souverain, on doit être libre et les rappeler. Les trois principes dégagés par M. le Président. Donc, si on est souverain, on doit pouvoir effectivement exercer en toute liberté, en toute souveraineté, effectivement, son choix. Que ce soit un choix stratégique, que ce soit l'intérêt des peuples, que ce soit les autres aspects de partenariat avec d'autres pays. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et dans un parti récent, je le disais un moment, ce n'était pas forcément le cas. Donc, il y avait un manque, il y avait quelque chose qui nous manquait, qu'il fallait retrouver. Et c'est ça qu'on a retrouvé, je dirais, et qui fait qu'aujourd'hui, les Maliens, ça a contribué à renforcer la solidarité entre les Maliens, le vivre ensemble. Vous savez, la crise, depuis 10 ans, on est dans la crise, et ça a fragilisé le tissu social, ça a affecté profondément le Mali, ça fait que dans certaines localités, entre frères, le courant ne marche pas. Donc, vraiment, chacun se méfie de l'autre. Ce n'était pas entre les Maliens qu'on connaissait. Ce n'était pas entre la société malienne qu'on connaissait. C'était le vivre ensemble, la solidarité, le bonheur de l'autre. C'est le bonheur de l'autre. Donc, les gens se partageaient les moments de bonheur et des malheurs. Et franchement, il fallait cette journée. Et Dieu merci, la journée est là. Et les gens en ont pris conscience. Et c'est pourquoi les gens de plus en plus se sentent concernés. Des villes comme des campagnes, vraiment c'est un sentiment patriotique qui est en train de renaître et qu'il faut entretenir à travers ces journées. Pas seulement cette journée, mais ça doit animer le comportement de tout un chacun partout où il se trouve. D'accord, docteur Tandjigoura, 14 janvier, 22 septembre, il faut désormais faire avec les deux dates. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, alors, ce qui est sûr, il ne s'agit pas d'une deuxième indépendance. Nous sommes indépendants depuis un certain temps. Mais ce qu'il faut comprendre sur le plan pratique, la souveraineté, parce que depuis, ce n'est pas le Mali seulement, c'est dans beaucoup de pays ouest africains. Vous savez, les pouvoirs étaient souvent fabriqués, des individus étaient portés au pouvoir, il y avait beaucoup de réseaux de redevance, de solidarité, de soumission, il y avait vraiment beaucoup de jeux qui se passent tout autour. Donc lorsque le Mali décide de célébrer une journée de souveraineté, je pense que c'est une rupture d'avec ces anciennes pratiques et ça peut avoir comme conséquence, n'est-ce pas, c'est une nouvelle relecture de la géopolitique parce que si vous regardez un peu, si nous prenons en main notre destin, ça veut dire que c'est une rupture avec des anciennes pratiques et donc forcément cela ne va pas sans la participation de tous. Donc le 22 septembre c'est l'indépendance sur le plan historique, mais le 14 c'est quand même l'affirmation de la souveraineté. On ne peut pas aller jusqu'à l'indépendance, mais c'est quand même une souveraineté qui, à mon sens, est beaucoup plus symbolique que le 22 septembre. C'est vrai, c'est une indépendance réelle, administrative et politique, mais cette fois-ci, il s'agit d'une rupture avec une pratique réelle qui avait prévalu. Et donc, c'est pourquoi je pense que c'est plus symbolique et plus important lorsque nous réussirons, n'est-ce pas, à maintenir le cap. D'accord. Maïniari, est-ce que le 14 janvier est une affirmation du Malien nouveau? Absolument. Absolument. Parce que, comme disaient mes prédécesseurs, en fait, nous avons bénéficié le 22 septembre d'une indépendance sur papier. Sur papier qui ne prenait en rien en compte l'aspiration profonde de nos peuples et notre vision de la vie, notre envie de faire de notre pays ce que nous voulons pour les générations futures. Et le 14 janvier nous donne l'opportunité
de rétablir, de mettre les choses à l'endroit et de dire ce que nous voulons qu'un Malien soit dans 10, dans 20, dans 100, dans 1000 ans. Nous sommes un pays de vieille civilisation. Nous n'avons pas en principe de leçons à recevoir de d'autres pays. Ça ne voudra pas dire que nous rejetons tout ce que les autres pays font. Le Malien est un peuple très respectueux qui respecte tout le monde dans sa diversité. Et je pense que autant nous accordons ce droit aux autres peuples, autant nous estimons que nous avons droit au même respect et à avoir l'égard des autres pays pour le respect de ce que nous sommes, le respect de notre diversité, le respect de notre vision et le respect de la préservation de la vie de nos populations. Parce que pendant 10 ans, nous avons observé qu'on tue nos populations dans tous les sens, ce qui n'est pas possible dans les autres pays, parce que les autres pays sont souverains. Autant ces populations doivent se dire que ce n'est pas possible chez eux, autant ils doivent savoir que toutes les vies se valent. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vienne assister à des tueries au Mali quand les autres font tout pour préserver leur population. Il est de notre responsabilité de préserver et de prendre notre destin en main et non de se laisser vivre, d'être passif et de regarder comme on regarde une télé, les événements se jouer impuissants et à l'avenir et à l'appel des populations. Et pour moi, effectivement, pour aller dans votre sens, absolument, c'est une affirmation de notre souveraineté, absolument. C'est une affirmation de notre vision, de notre africanité, de notre malianité, de notre malidéen. Et nous sommes décidés à porter cette vision jusqu'au bout de la rupture. Fini les leçons dictées alors? Complètement alors. D'accord, on l'espère bien. Alors, le deuxième axe de ce débat, c'est bien sûr la vision des autorités, le renforcement des acquis et du patriotisme pour magnifier la souveraineté dont nous parlons. Un objectif est là, la vision est là. Les autorités pour encourager le patriotisme. Que prévoit l'État à ce niveau? Monsieur Samake, oui, puisque vous représentez l'État. Par rapport à cette journée, il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues et qui sont en train d'être mises en œuvre. La preuve que ce débat que nous animons en ce moment, et il y a des leçons modèles parce qu'ils sont en train d'être dispensés au niveau d'un certain nombre d'établissements scolaires et l'accent est mis sur le patriotisme, le sens, les valeurs qui incarnent les valeurs républicaines, le travail, donc les valeurs qui incarnent notre société. Essayer d'inculquer ces notions aux enfants, qui sont les pépinières de la nation. Ensuite, il y a il y a les ministres qui sont en déplacement à travers le pays, et au niveau de chaque région, il y a des conférences qui sont animées sous la présidence de ces ministres-là. Donc, il y a d'autres débats. Donc l'accent est mis pour cette édition sur la communication. Est-ce que ce sont des activités qui vont se poursuivre tout au long d'une année ou bien comment ça va se passer? Bon, vous savez que cette année, c'est vrai, je peux dire qu'on a été un peu pris par le temps par rapport à... Parce qu'il y avait des préalables qu'il fallait régler, donc qui n'ont pas été mis au point au moment souhaité. Mais de toute façon, on est là. Il y a des activités qui vont se tourner en amont pendant la journée et au-delà de la journée. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule journée du 14 janvier où toutes les activités vont être menées, mais déjà avant le 14, les activités sont en train d'être menées. Le jour de l'anniversaire, donc, il y aura d'autres activités, mais au-delà, jusqu'au 16, pratiquement jusqu'au vers le 20. Donc, les activités vont se poursuivre. Et ça, ce n'est que la première édition. Et dans les éditions futures, en fonction du contexte du moment, il y aura d'autres thèmes qui vont être pris et autour de ce thème, il y aura des activités qui vont être organisées. Donc, les activités vont se poursuivre autant que ce peut, effectivement, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont fixés par rapport à la célébration de cette journée. D'accord. Docteur Tandjigoura, vous êtes sollicité. On voit l'école comme une porte d'entrée, les universités. Est-ce que selon vous, c'est une alternative à ce que les Maliens soient restés vraiment soudés pour la souveraineté? Oui, c'est d'ailleurs la condition sine qua non. S'ils ne sont pas soudés, la souveraineté ne pourra pas se manifester. Bon, moi je pense que la meilleure façon, c'est d'abord, on peut même recenser dans nos cultures, dans nos traditions, il y a énormément d'éléments qui pourront consolider
ce sentiment de patriotisme. C'est vrai, l'événement du 14 janvier a été le tournant décisif. Ça, c'est dans un élan de mobilisation. Mais il est aussi possible, puisque désormais la journée s'inscrit dans la longue durée, de trouver des éléments constitutifs dans nos cultures. Vous savez, tous les grands peuples ont tous connu des moments difficiles. Maintenant, si vous regardez, eh bien, ce sont et même les mythes, les légendes, des héros, des grands personnages qui sont célébrés dans la culture et qui constituent la vitrine même du patriotisme. Parce que le patriotisme, pour célébrer, il faut qu'il y ait des événements qui rassemblent tout le monde, il faut qu'il y ait des figures qui symbolisent. Donc, tout cela, à mon avis, si vous regardez la culture malienne, extrêmement riche, on peut trouver des éléments qui puissent consolider cette journée de patriotisme, de sorte à l'inscrire, comme les autorités l'entendent, dans la longue durée. Et aussi, je voudrais ajouter que nous sommes un peuple extrêmement résilient et que c'est d'expérience, si vous regardez, je pense qu'il n'y en a jamais eu un consensus, le fait que les Maliens mettent à plat tout et se rangent derrière les autorités pour faire face à l'adversité. Je crois que c'est une première et ça montre que nous sommes capables de nous rassembler. Et donc, pour aller à l'essentiel, on peut jouer sur le patriotisme, sur l'intérêt commun, sur l'intérêt supérieur. Désormais, et cela pourrait être la marche à suivre, quoi. Voilà. Alors, Maïniari, qu'est-ce qu'il faut à ce peuple pour qu'il reste soudé? Nous avons un bien commun, déjà. Parce que pour rester soudés, il faut pouvoir développer et identifier les liens qui vous unissent et les choses que vous avez en commun. Nous avons un bien commun qui est le Mali. Et donc, quels que soient les différends et les divergences qu'il y a entre nous, nous devons préserver notre pays. Et ça fait appel au lien de patriotisme. Et le patriotisme est un amour à base de connaissances. Pour pouvoir aimer notre pays, il faut connaître ce que c'est que le pays, qu'est-ce que les ancêtres ont fait, parce que nos ancêtres ont défriché des forêts, tracé les routes, brique avec brique. Après brique, ils ont construit ce que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Et il est de notre devoir de se dire que nous sommes d'abord les gardiens de ce temple. La façon dont on nous a légué, nous devons au moins léguer à l'État, ou plus que ce qu'on nous a donné. Nous n'avons pas le droit de laisser tomber ça. Et donc ce bien commun, c'est un devoir pour tous les Maliens de penser à préserver ça. Et donc pour que nous puissions rester unis, nous devons identifier des valeurs comme ça. Nous avions quelque chose dans notre culture qui était très bien, ce sont les iris, les contes qu'on racontait aux enfants. Et c'est dans ça qu'on pouvait raconter l'épopée de Sundiata, l'épopée de tel empereur. Et donc ça, ce sont des choses qu'on peut aujourd'hui remettre à l'ordre du jour pour entretenir nos enfants aux valeurs de nos ancêtres, de nos aïeux, de ceux qui nous ont précédés ici et ce qu'ils ont fait. Et pourquoi aujourd'hui nous parlons de démocratie? Pourquoi aujourd'hui nous bénéficions de tout ce que nous bénéficions aujourd'hui? C'est parce qu'eux, ils ont travaillé. Et nous, à l'heure du bilan, nous devons nous dire qu'est-ce qu'on va laisser en partant. Et donc ça fait partie des choses qui doivent nous unir, des batailles que nous devons mener ensemble et que nous devons, c'est un devoir de génération que nous devons obligatoirement réussir ensemble ou perdre tous ensemble. Tout à fait. Alors, il faut revoir peut-être les plans de communication, en ajouter. L'aspect culture est important quand même, M. Samaki. Oui, effectivement, l'aspect culture est parce que vous savez, on dit que lorsqu'on perd tout, c'est la culture qui reste. Donc c'est vraiment important et c'est pourquoi cela m'amène à parler un peu du cadre stratégique de la refondation de l'État, et dans lequel cadre effectivement cette journée s'inscrit effectivement parfaitement dans la vision de ce cadre stratégique qui est de faire en sorte qu'on ait un Mali bien gouverné, un Mali sécurisé, stable et soucieux de vivre ensemble. On l'a dit, il y a un axe qui est consacré à ça. Okay. On va en venir tout à l'heure. Donc vraiment, c'est un peu ça. Et il y a aussi d'autres actions, effectivement, où l'accent est mis sur, on parle de prévention d'éducation aux valeurs. Et là, l'accent est mis effectivement sur toutes ces valeurs, en tout cas de notre société, la culture et la famille est effectivement pratiquement le premier axe sur lequel effectivement, il faut s'appuyer pour effectivement véhiculer ces valeurs. Donc, parce qu'on a senti une rupture, on a senti une perte de repères. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse revenir
nous ressourcer et amorcer le chemin du développement. Je pense que c'est un défi, effectivement, et les autorités ont pris effectivement conscience et n'ont pas hésité à prendre des décisions politiques, stratégiques, j'allais dire, pour faire en sorte qu'on puisse redresser effectivement la barre. Redresser la barre, nous sommes allés demander à ce peuple, nous sommes donc allés leur demander la symbolique de la journée de la souveraineté, le sens qu'ils donnent à cette souveraineté et ce qu'il faut pour maintenir le cap. C'est un vox pop qui a été réalisé par Mohamed Nama Keïta. Suivons ensemble. La souveraineté, en réalité, c'est très bien. Parce que imaginez, depuis 1960 à nos jours, si ce n'est que l'avènement de la transition tout récemment là, le Mali n'était pas indépendant. Entendre qu'il y a une journée pour la souveraineté, nous ne faisons que nous en jouir. Hein. Parce que, imaginez, un pays qui n'a pas son armée en main, qui n'a pas la communication en main, n'est pas indépendant. Aujourd'hui, tout doit commencer d'abord par l'armée, la communication et n'oublie pas aussi le ventre. Hein. La souveraineté retrouvée, depuis l'avènement de la transition, nous avons assisté à des actes qu'on appelle les actes de souveraineté, qui sont des actes très forts. Les actes-là sont la manifestation de la volonté de l'autorité actuelle de pouvoir donner au Mali toute son indépendance, de décider et concernant sa conduite. Ensuite, de pouvoir prendre des positions libres. Aujourd'hui, on parle de souveraineté retrouvée, c'est qu'à un moment donné, notre souveraineté n'était pas tout à fait un acquis. C'était pas un acquis, elle était, même s'il y avait une souveraineté, on pouvait dire qu'elle était extrêmement fragile. Donc je crois qu'avec les travaux de la refondation, si on en vient aujourd'hui à parler de souveraineté retrouvée, alors on dira que cette souveraineté retrouvée est un des résultats du processus de la refondation. Parce que la refondation, en tant que telle, vise cela. C'est-à-dire que le fait de passer par des chemins qui pourront permettre au Mali vraiment de regagner sa dignité, sa prospérité, faire en sorte que les Maliens soient en paix chez eux, puissent prospérer chez eux et également, aspirer légitimement au bonheur que d'autres peuples ont déjà. Cette souveraineté retrouvée est une grande chose. Je pense que le 14, Assimi a beaucoup fait pour que cette souveraineté soit retrouvée. Encore, comme aime le dire le ministre d'État, je répète, mes remerciements au colonel Assimi Goïta. Il a beaucoup fait pour que cette souveraineté puisse être retrouvée. Et je suis un témoin de cette histoire parce que le 14, au soir du 14, j'étais au pouvoir pour encore défendre la patrie. Donc en essayant de voir les contours de la souveraineté, au jour d'aujourd'hui, on peut dire réellement que les principes de la souveraineté sont respectés au Mali, donc elle est retrouvée. Je pense que les autorités viennent de l'immortaliser encore, Modibo Keïta, et qui s'est inscrit dans la continuité de cette lutte de la souveraineté du Mali. Oui, je suis journaliste, président d'une fêtière, mais avant tout je suis malien. Nous on est fiers que notre pays retrouve sa souveraineté et sa souveraineté nationale, qu'on appelle sa souveraineté retrouvée, et en tant que journaliste, parce que j'ai toujours dit aux journalistes, nous sommes des journalistes parce que le Mali est là, le Mali existe. Et notre patriotisme, c'est également de donner la bonne information, mais de respecter également la souveraineté du pays. On appelle ça le sens des responsabilités des journalistes. Et instituer une journée nationale, moi je pense que c'est l'audace, c'est un grand courage au niveau des autorités. Nous les journalistes, on doit les accompagner dans ce sens. Également montrer à tout le monde, à l'opinion nationale et internationale, que notre pays doit être respecté et notre pays est respectable. Voilà, des citoyens dévoués, des citoyens engagés. Les discours n'ont pas changé.
ils sont toujours derrière leurs autorités. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Fodje Kandjikoura? Bon, je pense que les avis vont dans le même sens, c'est-à-dire que finalement, les Maliens aspiraient à retrouver cette souveraineté et que finalement, tout le monde était conscient que ça, ce n'était pas le cas. Donc, unanimement, il y a un sens général qu'on peut dégager de cette souveraineté. Bien entendu, ça a des difficultés. Je pense qu'on va en venir dans le débat. Ouais. Alors, le Vox Pop vous a inspiré quoi, Maïnyari? L'union. Que l'union fait la force. Parce que 4 millions, près de 4 millions de Maliens sont sortis sur le boulevard de l'Indépendance pour dire non, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les sanctions, avec la façon dont on traitait le Mali et les Maliens. Avec 4 millions, c'est un nom ferme. Ça voudra dire que ce n'est pas seulement la vision des autorités, c'est le peuple. Le peuple, à un moment, a décidé de prendre son destin en main. Dieu nous a permis d'avoir des autorités qui soutiennent cette vision et qui aident à l'incarner sur le terrain. 4 millions de noms, c'est le Mali tout entier qui n'est plus d'accord. Donc, c'est l'union, c'est la nouvelle vision, c'est le Mali Koura, c'est le Mali Dinkoura et c'est le Mali. Monsieur Samake, le Mali Dinkoura, vous l'avez retrouvé dans le Vox Pop, ils sont toujours là, ils n'ont pas changé de discours. Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'État? En tant qu'État, ça nous renforce dans notre conviction. Parce que chaque fois que le peuple est en phase avec les autorités, ils sont capables de relever les défis. Et vous avez vu, avec tous ces sanctions et le soutien de la population, vous avez vu qu'on a pu surmonter, malgré notre enclavement, notre station géographique, et contrairement à ceux qui pensaient qu'on n'allait pas tenir pendant 2 semaines. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y avait une soif qui était là, et le peuple, effectivement, a vu que s'est senti, en tout cas, à l'aise, soulagé, à travers, en tout cas, ces décisions stratégiques qui ont été prises, et franchement, qui étaient dans l'intérêt du peuple. Dans tout ce qu'on fait, si le peuple n'est pas au centre de nos intérêts, des actions, je crois qu'on va toujours passer de côté. Mais je pense que c'est aussi en même temps un défi qui est laissé comme ça. Parce qu'il faut comment maintenir cette flamme-là du patriotisme, du sentiment d'appartenance et de trouver. Donc il y a une fierté qui s'est manifestée et dans les reportages, il y a une cohérence, il y a une convergence de vues, en tout cas par rapport à tous ceux qui ont été interrogés sur le sujet. Et qui rassure tout de même. Et ça rassure, franchement ça rassure et ça montre que les autorités sont sur le bon chemin. En tout cas, 3 principes prônés par le Mali. Maïnyari avait déjà commencé à en parler. Un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme. Le Mali, à travers ses autorités, donc, a opté pour ces 3 principes, le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la défense des intérêts vitaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par respect de la souveraineté, Maïnyari, puisque vous avez déjà commencé à en parler? Nous nous sommes retrouvés en train d'être comme un peu des spectateurs de notre destin. Et on n'avait plus le contrôle. On avait l'impression, nous tous les Maliens, que quelqu'un téléguidait notre avenir et que nous étions là en train de regarder. Et à un moment, il y a eu ce sursaut qui nous disait que mais non, vous n'êtes pas téléspectateurs, vous êtes des acteurs. Et donc, cette souveraineté pour nous, c'est d'abord la prise de conscience que nous sommes, nous, responsables de notre propre destin. Et que nous ne pouvons pas sous-traiter, nous déléguer cette responsabilité à une tierce personne, quelle qu'elle soit. Ça, c'est déjà l'éveil de conscience que nous avons eu et la rupture que nous avons amorcée. Et parce que, moi, je vous dis, au lieu d'aller accuser les autres pour dire que les autres sont en train de nous faire... Nous devons d'abord nous dire non. Parce que tant que nous n'avons pas le courage de prendre notre destin en main, la nature aura du vide. Si nous laissons le terrain vide, quelqu'un d'autre va venir occuper ce terrain. Et donc, cette vision de souveraineté, c'est une rupture avec l'automatisme qu'on avait développé depuis 1960. Laisser d'autres personnes, d'autres nations, d'autres pays venir décider de qui doit nous amener, où, comment, quand, pourquoi. Et c'est toutes ces questions que nous avons décidé de mettre à la poubelle tranquillement
et de revenir nous-mêmes à nos rudimentaires et à se dire que nous devons nous-mêmes choisir notre propre destin. Et c'est à nous de répondre à ces questions. Docteur Tandji-Goura, ce respect se nourrit et se maintient par quoi? Alors, bon, ce respect, c'est surtout le travail aussi. C'est là où je voulais en venir. Parce que, bon, la souveraineté, c'est d'abord le déclic, c'est le départ. Et ça doit être traduit par chaque citoyen, où que l'on soit, quel que soit le secteur d'activité. Donc, ça veut dire que ça s'obtient et ça se garde à travers aussi le travail, à travers l'effort au quotidien, à travers le sacrifice. Donc ça, je pense qu'il faut insister sur ça lorsqu'on s'adresse surtout à la jeunesse, lorsqu'on s'adresse surtout à des gens qui occupent une portion de responsabilité dans l'appareil administratif, parce qu'il ne suffit pas qu'elle soit décrétée, vous voyez, la souveraineté, il faut aussi qu'elle soit traduite comme on l'a vu, mais qu'elle soit surtout matérialisée par ça peut être des fonctionnaires, des simples citoyens, des chefs de famille. Donc c'est tout ce travail d'ensemble qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas une affaire des autorités, mais c'est une affaire de tout le monde. Donc, c'est pourquoi le sacrifice et l'effort constituent la base. Et je pense que nous pouvons le faire parce que nous sommes une nation. C'est-à-dire que nous sommes une communauté historique stable. C'est-à-dire que nous sommes un vieux peuple et nous avons toujours pu résoudre les moments les plus difficiles, les conflits les plus difficiles. Donc, pour en venir à la question du choix stratégique, vous savez, il y a, pour tous les États africains indépendants, il y avait ce que j'appelle des schémas ou des voies déjà tracées. Soit vous êtes de telle puissance ou de telle autre puissance. Donc, il n'y avait pas de choix propre au peuple, mais il y avait des chemins déjà institués. Donc, les pays indépendants devaient s'engouffrer dans telle ou telle voie. Donc, maintenant, que le choix revienne au peuple eux-mêmes, c'est ça, c'est ce que moi j'appelle la rupture, mais cela ne va pas sans sacrifice et sans prise de conscience des responsabilités que nous voulons endosser et de travailler dans ce sens, surtout chaque citoyen de quelque niveau qu'il en soit. D'accord. Monsieur Samake, le respect de la souveraineté se manifeste par quoi? Bon, on a dit, le respect de la souveraineté se manifeste par un certain nombre d'éléments. D'abord, je suis souverain, parce que je suis libre de prendre la décision que je pense être la meilleure pour moi et pour mon peuple, ou bien mon pays. Je suis souverain parce que j'ai la liberté de travailler sous telle obédience. Donc, il a dit le choix stratégique, c'est là. Ils ont dit aussi les valeurs. Donc, la souveraineté, vraiment, ça incarne un certain nombre d'éléments, de valeurs, et sur lesquels, effectivement, on doit se reposer. Parce que être souverain, c'est aussi avoir aussi le courage de dénoncer quand ça ne va pas. Et je pense qu'à un moment, on faisait porter des camisoles de force, quelle que soit votre taille, là, vous allez oublier de porter ces camisoles-là. Et je pense que c'est ce qui est fini maintenant. Et parce qu'il y a un effet de conscience, parce qu'on a travaillé à endosser la conscience collective et individuelle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, il y a beaucoup de voix, parce que maintenant, les masses médias y ont beaucoup contribué à cet effet de conscience, à cette éducation collective, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les gens sont, le peuple est en face avec les autorités. Et c'est pourquoi ça, il faut entretenir. Mais je dois dire, on a mis l'accent sur le travail. Parce qu'en réalité, la souveraineté aussi fait aussi appel au travail. Sur le travail bien fait, à la bonne gouvernance, à beaucoup d'autres éléments que vous avez rappelés dans la vision du cadre stratégique dans la fondation de l'État, effectivement, dont l'accès est mis sur tous ces éléments-là et les facteurs socioculturels, les aspects socioculturels. La culture, elle est essentielle par rapport à la souveraineté. Les valeurs sociétales, effectivement, sont aussi fondamentales. Et la famille, qui est la cellule de base de la société, aussi doit être un élément, en tout cas clé, un des éléments clés par rapport à ce que nous voulons devenir demain. Parce que tout part de la famille. Le partenariat qui est désormais stratégique, diversifié, cela a quelle utilité pour le Mali? Non, on a déjà commencé à sentir l'impact de ces partenariats diversifiés, surtout que ce choix stratégique qui a été fait. On voyait déjà il y a 2 ans, sur le plan sécuritaire, on était à la défensive. Je ne suis pas militaire, mais nous voyons, nous constatons en tant que citoyens, on a senti effectivement l'impact de ce choix stratégique qui a été fait et qui a permis effectivement, au lieu d'être à la défensive, d'être à l'offensive. Et là, ça a encore, en tout cas, participé
enlever des constats. Donc, ça veut dire qu'on peut mieux faire. Donc, ça veut dire que le problème, les gens ont aussi effectivement de faire une comparaison entre la station antérieure qui était une station dégradée et la station actuelle qui est une station effectivement qui s'améliore de jour en jour. Et là, ça c'est parce qu'on a changé de stratégie, on a changé de partenaire stratégique. Donc l'impact est déjà là, même si il y a encore des défis à relever, mais le peuple se rend compte que le premier choix n'était pas un choix, en tout cas, parce que chacun défend ses intérêts aussi, hein. Mais il faut aussi avoir le courage de défendre ses intérêts, de le dire là, il faut le dire. Parce qu'on me l'a dit, tout ce qui se fait sans vous, quelque part, se fait contre vous. D'accord. Alors, Maïniari, dans le cas spécifique du Mali, la diversification du partenariat à quel point? Dans le cas spécifique du Mali, nous n'avons pas diversifié les partenaires parce qu'on s'était rêvé. En fait, on a eu l'impression dans les discours qui sont passés comme si c'était une sorte de caprice. Un jour, on s'est réveillé seulement, on voulait diversifier les partenaires. Mais non, tous les pays qui sont au niveau monde, à un certain niveau, ont des partenaires. Et personne ne les impose ces partenaires. On s'est réveillé un jour pour vouloir diversifier nos partenaires parce que des partenaires qu'on avait depuis des années n'arrivaient pas à nous donner les résultats escomptés. Ça ne veut pas dire que rien n'a marché. Ça veut dire que les résultats que nous voulons avoir pour notre pays et pour nos peuples n'étaient pas au rendez-vous. Et donc, comme je dis, nous avons l'obligation de préserver la vie de nos populations. Nous ne pouvons pas les laisser mourir comme ça. Donc, la diversification de nos partenaires était un choix important, stratégique, j'allais même déterminant pour l'avenir. Parce que si on était resté dans le statu quo, à mon avis, on allait perdre encore plusieurs millions de Maliens dans cette guerre qui durait depuis 10 ans, dont ça a commencé un peu au Grand Nord et c'est venu au centre. Et aujourd'hui, c'est venu jusqu'au sud ici. De ce fait, ça veut dire que les stratégies qu'on avait n'étaient pas efficaces. Ce n'est pas un jugement de personne, c'est un constat sur le terrain. Donc, je pense que même dans les autres pays, ils auraient fait la même analyse et le même bilan et tiré les conclusions qui s'imposent. Donc, nous avons la responsabilité de la préservation de la vie de nos populations et nous ne pouvons pas jouer avec ça. Ou alors préserver les intérêts d'autres pays au détriment des Maliens. Ça, ce n'est pas notre rôle. Tout à fait. Alors, docteur Tandjigoura, on parle de la défense des intérêts vitaux. Quels peuvent être ces intérêts pour le Mali aujourd'hui? Les intérêts vitaux, ça peut être l'éducation, ça peut être la sécurité, surtout la sécurité. Ça peut être l'alimentation, en tout cas tout ce qui permet à un pays de préserver sa souveraineté. Et je pense que c'est à cela que nous devons nous atteler si nous voulons non seulement reconquérir notre souveraineté, mais aussi la garder de façon pérenne. Nous devons cibler des secteurs vitaux sans lesquels secteurs on ne peut pas parler de souveraineté. Donc c'est pourquoi dans mon intervention précédente, je parlais de travail à chaque niveau. Et donc le temps est donné. La souveraineté est pensée par les dirigeants, une élite politique, comme je le disais, mais sa matérialisation, c'est le rôle de tout le monde. Il ne faut pas qu'on pense que ça doit être décrété puis ça s'arrête là. Donc c'est tout un chacun. C'est pourquoi si on l'inscrit dans la longue durée, si on implique tout le monde à tous les secteurs, chacun peut manifester cette souveraineté dans son milieu. Donc il faut s'atteler à impliquer tout le monde et de manière à conquérir mais aussi à garder cette souveraineté pour toujours. Et le défi réside à ce niveau en réalité. Oui, les intérêts vitaux, parmi ces intérêts, la sécurité qui est très très importante. On va rester sur la même lancée. Qu'est-ce qui va changer dans les jours à venir, M. Samaki, par rapport à cette sécurité? Parce que le changement a déjà commencé. Je disais, le changement a commencé. Déjà, il y avait des zones où on ne peut pas aller. Maintenant, c'est des zones. C'est vrai, c'est un processus, effectivement, qui va prendre du temps. Et je pense que déjà, avec ce regain de confiance, cette confiance placée en nos forces armées et de sécurité, et je pense qu'avec toutes les activités de communication qui sont en train d'être menées, de sensibilisation, d'éducation, de soutien aux efforts de guerre, tout ce qui s'ensuit, et je pense que cela est de nature quand même à améliorer davantage les choses. Mais comme l'a dit, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète du jour au lendemain. C'est un processus, c'est à travers le travail. Le travail
de tout le monde, pas seulement du gouvernement. C'est vrai qu'il y a le gouvernement, il y a les citoyens, chacun doit jouer son rôle. En tant que citoyen, qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que je puisse contribuer à ma façon à la sécurité de mon pays. C'est important. C'est vraiment important. Et chacun de nous est redevable à ce niveau. Donc vraiment, les intérêts, l'impact, effectivement, c'est tous les jours. Hein, aujourd'hui, on peut y aller, mais demain, dans un mois, dans une année, il peut y avoir d'autres situations encore beaucoup plus confortables qu'aujourd'hui. Maïgnaré, parmi les intérêts vitaux, l'éducation aussi doit être soutenue, elle doit être encouragée, elle doit être revue, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cadre précis? Pour moi, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, quand on a parlé de la refondation tout à l'heure, de dire ce que le Mali doit devenir, ça c'est une forme d'éducation qui commence dans la famille. Et c'est vrai, nous avons des structures comme l'école et autres qui nous apprennent à lire, à écrire, à analyser, mais l'éducation de base s'acquiert dans la maison, dans la famille. Et justement, comme je fais partie des femmes qui donnent toujours leur avis dans ce sens, le rôle de la femme est déterminant pour notre pays. Parce que c'est la femme qui doit jouer ce rôle dans la famille, avec les enfants qui doivent transmettre les valeurs que nous aimerions retrouver chez nos enfants, chez nos garçons et filles, dans 10, dans 15, dans 20 ans. C'est pour cela que j'avais dit que la femme doit être remise dans son rôle principal de transmission, d'éducatrice, de soutien, et où tout structure dans notre société, tout est structuré autour d'elle. Et donc c'est important que nous puissions faire un renforcement de capacités et de transfert de connaissances et de compétences pour que ces compétences soient rassurées et renforcées et qu'elles puissent jouer pleinement son rôle. L'éducation aussi s'acquiert dans la société traditionnelle africaine. Avant qu'on aille à l'école comme l'éducation occidentale aujourd'hui, la transmission se faisait par les structures traditionnelles. C'est ça, les calamblons, les solomadins blonds, les froisseries blonds. Donc, il y avait des blonds de transmission et de formation de nos jeunes. Et ces blonds, je pense que nous devons aujourd'hui revenir à ça. Parce que l'éducation, la structure de l'école moderne que nous vivons aujourd'hui ne fait que transmettre des valeurs à l'occidental. Et nous avons oublié, nous, en tant que Maliens, Africains, nos propres créneaux de transmission de nos valeurs ancestrales. Donc, ces valeurs-là, je pense que nous devons revenir complètement dans ce système de transmission qui est dépendant de l'école, qui est aussi basé sur la famille et la communauté, qui n'est pas du tout récupéré par le système occidental. D'accord, on va faire le lien maintenant entre la souveraineté et la refondation, la poursuite de mettre en œuvre la volonté du peuple à travers les assises nationales de la refondation. Le peuple s'est exprimé à travers les ANR et a fait savoir son désir de voir le Mali refondu. On soutient à ce niveau que la souveraineté est une responsabilité commune pour la refondation de l'État. Un lien entre la souveraineté et la refondation, qu'est-ce qu'on doit comprendre, M. Samaki? Pour refonder, il faut être souverain. Il faut avoir la capacité, effectivement, de réaliser effectivement votre vision, votre idéal. Donc, c'est les trucs qui sont vraiment liés. On a parlé de la journée de la souveraineté retrouvée, et c'est ça qui va nous permettre effectivement d'aller vers la refondation. Parce que la refondation suppose des choix stratégiques, suppose des actions en tout cas stratégique qu'il faut mener. Et là, il faut avoir un certain courage politique, il faut avoir un certain soutien du peuple en tout cas pour réussir ces réformes-là. Donc la refondation va effectivement faire en sorte qu'il y ait des actions majeures qu'il faut entreprendre. Et lorsque les autorités qui sont en charge de mener ces réformes-là, s'ils n'ont pas l'adhésion, le soutien du peuple, elles vont se buter effectivement des obstacles, et c'est ce qui a été constaté. Et je pense que avec cette dynamique qui est en cours, qui fait que les Maliens sont faits d'être Maliens, les Maliens sont prêts à aller à la refondation. Au Mali croit que tout le monde part, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à accompagner les autorités dans ce sens, dans toutes les actions de refondation qu'on est en train de vouloir mettre en place. Je pense que on ne peut pas aller à la refondation sans avoir une dose de souveraineté, et là je pense que les deux concepts sont vraiment liés. Et je pense que tous, on a parlé de différents programmes qui sont en cours, les actions qui sont en cours, au plan institutionnel, au plan
opérationnel, tout ce qui est programme, en tout cas, je faisais allusion à un moment au programme national d'éducation, voilà, qui a 11 axes, et l'accent est mis, le premier axe, effectivement, est porte sur la famille. Parce qu'on a compris, madame l'a dit dans son intervention, on doit mettre l'accent sur la famille. Et là, ce axe-là, effectivement, relève de mon département en charge de l'enfant, de la famille, où, effectivement, il faut mettre l'accent sur la famille à partir des valeurs familiales, des valeurs sociétales. Parce que, on l'a dit, l'éducation de l'enfant, tout pas de l'enfant, hein, donc ça commence de la famille pour aller à l'école, la communauté. Mais lorsque il y a un échec dans la famille, ça va se sentir sur le comportement de l'enfant à tous les niveaux. Ouais, déjà, donc, si nous voulons que nos enfants soient des responsables, des adultes responsables de demain, il va falloir investir dans la famille, dans nos valeurs culturelles et faire en sorte qu'on puisse les forger pour qu'ils soient à la hauteur de relever les défis de demain. Docteur Tandjougoura, quel lien devons-nous faire entre la souveraineté et la refondation? Oui, alors la souveraineté, pour la retrouver, la garder, implique une rupture pour notre contexte. Donc cette rupture ne va pas sans changer les habitudes. C'est pourquoi en parlant de refondation, je ne suis pas sûr qu'il s'agit de faire venir de nouvelles institutions du ciel, ce n'est pas ça. En fait, ce sont des réformes en qualité qu'il faudrait mener avec ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pratiques qui avaient longtemps prévalu et qui étaient préjudiciables pour le devenir de notre pays. Maintenant qu'il faudrait refonder, ce sont donc les pratiques qu'il faudrait revoir à tous les niveaux. Mais souvent, il faut lier ça au contexte temporel parce que tout ceci requiert énormément de temps. Donc, très souvent, beaucoup de gens estiment que la refondation, ça pourrait se faire en un temps record, mais c'est un effort de longue haleine et ça implique la participation de tout un chacun à chaque niveau. C'est à ce prix-là que nous pouvons arriver à faire un changement qualitatif. Ils ont parlé de culture. Vous savez, nous avons une culture énormément riche. C'est-à-dire que nos sociétés initiatiques, nos sociétés traditionnelles, il y a en leur sein tout un ensemble de symboliques qu'on pourrait trouver et traduire sous forme de leçons, sous forme de modèles, sous forme de beaucoup de choses. C'est ce que les anciens savent faire de mieux pour donner du poids, n'est-ce pas, au concept de souveraineté, au concept d'indépendance, au concept de patriotisme. Il y en a plein. Je pense que à la longue, on ira vers ça pour trouver des éléments de renforcement dans cette culture. Et cela pourrait être un gage pour que ça puisse durer et pour que l'effort escompté puisse être atteint. Alors, Maïniari, ce lien entre la souveraineté et la refondation? Tout ce que nous sommes en train de mettre en place sous la direction de la transition, du président de la transition et du gouvernement, toutes ces idées viennent du peuple. Et quand les gens entendent la refondation, souvent j'ai l'impression que ce sont des déclarations qui viennent de la transition. Absolument pas. C'est une rupture qui a été demandée par le peuple. Parce que c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés, la preuve c'est que nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans des ruptures constitutionnelles. Parce que le peuple a dit stop. Et les gouvernants qui sont devant nous se sont retrouvés contraints d'aller maintenant dans le sens du peuple. Parce qu'à force de toujours de gérer les ruptures constitutionnelles, là, se sont dit, mais finalement, écoutons le peuple. Même le président de la transition disait la dernière fois que finalement, ils ont été obligés, contraints de s'arrêter pour demander qu'est-ce que vous voulez. Et c'est ça qui nous a amené vers les assises de la refondation, qui ont été soldées par 517 résolutions, dont 55 obligatoires pour la transition et 155 qui seront entamées lors de cette phase transitoire, mais qui ne seront pas bouclés. Et les autres seront bouclés, seront entamés plus tard par le président qui sera élu et son gouvernement. Donc, c'est une rupture pour moi. L'adhésion du peuple est déjà acquise. Maintenant, comment maintenir cette flamme et ne pas les permettre de reculer? C'est là où nous avons tout notre sens de l'innovation et d'extériorité à mettre en branle. Donc, la refondation n'est que la continuité de ce que le peuple a demandé. Et pour pouvoir aboutir à justement ce que le peuple a demandé, c'est que nous sommes obligés de récupérer notre souveraineté. C'est ça le lien. Nous sommes obligés de les récupérer parce que dans le premier point qui concerne les assises de la refondation où on est sorti avec les 517, c'est la gouvernance.
C'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé à ce qu'on aille vers une gouvernance plus vertueuse, vers une gouvernance partagée, vers l'intégration de la vie des populations et vers une gestion collégiale de la cité. Et non, ce qu'on avait l'habitude de voir tout le temps, c'était tout le pouvoir et toute la responsabilité était récupérée et détenue entre les mains de quelques privilégiés qui faisaient finalement de la cité ce qu'ils avaient envie de faire. Vous l'avez dit tout à l'heure, le 5e axe de ce débat est consacré à cette question de maintenir la flamme. Exactement. Elle est allumée, le patriotisme est là. Alors, journée du 14 janvier, donc, il s'agit de défendre la patrie et les valeurs républicaines. La flamme patriotique est allumée, il faut la maintenir, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Docteur Tandji-Goura, comment la maintenir, à votre avis? Alors, comme je l'avais brossé un peu, vous savez, le patriotisme, qui est l'attachement des peuples à leur patrie, n'est-ce pas, pour la défendre et faire sa promotion. Cela passe par d'abord la connaissance de cette patrie, qui nous sommes et d'où nous venons. Donc, il faut que nous sachions exactement qui nous sommes. C'est extrêmement important. C'est pourquoi je parlais pour certains peuples, on s'identifie à des héros, à des légendes, à des grands personnages qui symbolisent, n'est-ce pas, l'unité nationale. Donc, pour nous, ce sentiment de patriotisme constitue l'indice fondamental pour aller vers la refondation, parce que le sacrifice ne peut être consenti que lorsqu'on est convaincu, que lorsqu'on est patriote. Et que tout le peuple, si vous regardez le peuple malien aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut aller vers une nouvelle façon de faire. Et cette nouvelle façon de faire passe, n'est-ce pas, par la rupture. On parlait même à un moment de gouvernance de rupture. Donc, je pense que le patriotisme est la base pour, n'est-ce pas, aller vers la refondation, pour qu'elle soit acceptée et pour qu'on ait l'adhésion de toutes les populations. Cela requiert qu'on soit patriote et qu'on soit conscient des défis qui nous attendent. Je pense que c'est le cas aujourd'hui pour le peuple malien. Monsieur Samake, que doit faire le peuple, que doit faire l'État pour maintenir la flamme allumée? Ok, la question est tellement intéressante que parce que cette dynamique qui est amorcée, il faut tout faire pour la maintenir. Alors comment? Alors il va falloir faire en sorte que dans toutes les décisions, d'abord on a parlé de la gouvernance. Vous savez que dans nos pays, la gouvernance fait partie, en tout cas, des problèmes, en tout cas, qui sont à la base, en tout cas, de beaucoup de dérives. Lorsque, effectivement, on maintient, en tout cas, pour maintenir cette cadence, il va falloir mettre l'accent sur la communication. Vous savez, on a parlé de ce programme d'éducation valeur. Il faut mettre l'accent sur l'éducation, de façon générale, la communication. Et dans ça, il y a l'information, la sensibilisation, l'éducation aux valeurs. Parce que tant que nous ne nous appuyons pas sur nos valeurs, nos sources, qu'on sache d'où nous venons et où on va. Et cela nécessite effectivement des actions d'éducation, de communication à tous les niveaux, à commencer par la famille, les enfants, mais aussi le citoyen. Inculquer aux citoyens entre les valeurs citoyennes. Parce que les comportements que nous voyons à l'origine de journée, les comportements qu'on peut dire, les comportements déviants, ce n'est que le reflet des actions qu'on a menées. Vous savez qu'on n'a pas suffisamment, à mon avis, on n'a pas suffisamment travaillé, en tout cas, sur l'homme malien, le citoyen malien, pour l'inculquer certaines valeurs, en tout cas, citoyennes. Donc, qui font aujourd'hui que ce qu'on croit ou ce qu'on pense être mauvais, effectivement, d'autres le prennent comme étant des comportements à encourager. Et là, donc c'est un défi, effectivement, qui est là, qu'il faut relever à travers des actions vraiment d'information, de sensibilisation, de communication, d'éducation. On a vu les leçons modèles qu'on est en train de dispenser dans les écoles. C'est ça. Parce qu'on pense que lorsque un enfant, on arrive à l'inculquer certaines valeurs depuis le bas âge, il a la chance de grandir avec ça, effectivement, de le mettre en pratique à travers ce comportement quotidien partout où il va. Donc, je pense que c'est un aspect important. Il faut améliorer la gouvernance et mettre l'accent sur vraiment les actions d'éducation, de communication. D'accord. Voilà. Alors, Maïgnare, le vent du renouveau a soufflé. L'Afrique a applaudi, le Mali l'a même envié.
et il faut rester exemplaire. Qu'est-ce qu'il faut à votre avis? Pour rester exemplaire, comme nous l'avons dit, l'exemplarité s'applique d'abord sur soi. Ça voudra dire que au lieu de demander à X ou à Y de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, est-ce que vous-même vous le faites ou vous ne le faites pas? C'est ça l'exemplarité. L'exemplarité s'applique sur sa propre personne. Quelles sont les valeurs que nous proclamons, Mekouba le disait, quelles sont les valeurs que nous prônons, qu'est-ce que nous refusons, qu'est-ce qui ne cadre pas avec le Mali d'Enya, avec nos Dambé, avec notre histoire, avec nos ancêtres. Donc c'est tout ça qu'il faut clarifier. De ce fait, pour maintenir la flamme, il y a importance de donner une orientation et une cohérence à la vision. Parce que quand nous avons donné la parole aux Maliens lors des assises, ils ont parlé dans tous les sens. Après, il a fallu mettre ça dans un document pour dégager une vision et une cohérence générale qui nous a amenés vers les triptyques du président. Et aujourd'hui, ces triptyques-là doivent être traduits dans toutes les langues pour que tous les Maliens de nord en sud, d'est en ouest, sachent qu'ils sont tous qu'ils sont maliens, détenteurs et gardiens de ces triptyques. Dans tout ce que nous devons faire dans ce pays, nous devons nous rassurer que nous préservons notre souveraineté, que nous savons quels sont les choix du Mali. Et prendre part à ça, n'est pas être en divergent, parce qu'il y a des gens qui veulent aller de l'autre côté. Donc il faut qu'ils prennent le sens de la marche. Et il faut qu'on sache que dans tout ce que nous faisons, est-ce que les intérêts du Mali et des Maliens sont préservés? Et donc si nous avons atteint ça, nous avons déjà atteint tout. Après, il y a un niveau de renforcement des capacités générales. Parce qu'il faut qu'on ait les outils. Une chose et la vision, ça n'est une autre. Et mon voisin me disait de mettre ça en pratique. Comment mettre ça en pratique? Il faut être outillé pour déployer ça sur le terrain et savoir comment travailler ça. Et le dernier point, c'est de pouvoir partager ça avec tout le monde et que nous puissions tous tirer dans le même sens et non que d'autres tirent dans le sens contraire de ce que nous sommes en train de faire. Tirer dans le même sens. On va faire un dernier tour de table pour boucler ce débat. Monsieur Samaké, on commence par vous. Quels sont vos espoirs pour le Mali Kura? Nous espérons que effectivement, cette dynamique puisse continuer. Et je sais que lorsque effectivement, la dynamique va être maintenue, comme vous l'avez dit, maintenir la flamme de la souveraineté, de la refondation, effectivement, l'avenir effectivement sera radieux parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en tout cas, atteindre nos objectifs, que les aspirations du peuple malien puissent être atteintes parce que la vision est là. Et on doit travailler pour que toutes les actions qu'on va mener effectivement soient en phase avec la vision qui est fixée par les plus hautes autorités du pays. Donc c'est un peu ça. D'accord. Docteur Tandjigoura, comment vous voyez ce Mali Kura? Bon, je suis plutôt confiant. Le temps est donné. Le temps est donné par les autorités de la transition. Il faut le traduire et il faut aussi la participation des associations, de la société civile et même des partis politiques. Je le dis parce que c'est l'affaire de tout le monde. C'est sans égard. Lorsqu'on parle du patriotisme, c'est sans égard. Donc, il faut la participation de la société civile, des partis politiques, de tout un chacun à chaque niveau pour reconquérir et puis s'affirmer. Donc, je pense que c'est sans égard à ce niveau-là. D'accord. Maïgnaré, pour boucler maintenant. Je pense que nous n'avons jamais eu autant d'espoir que nous l'avons aujourd'hui. À tel point que nous avons dépassé le cadre du Mali pour donner de l'espoir à tous les Africains. Ce que je vais juste dire pour conclure, c'est un appel. C'est un appel au sens du patriotisme de tous les Maliens pour que nous ayons la force, la conviction, la patience de faire taire nos différends pour aller déjà vers la préservation de notre pays. Et après, nous pourrons entamer la marche vers la spécification des besoins et des demandes de chaque groupe. C'est important. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur le 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. Ce débat était consacré donc au sens de cette journée, le dévouement des Maliens à prendre leur destin en main, une flamme patriotique appelée à se maintenir. Et nos invités étaient M. Aruna Samaké, membre de la sous-commission mobilisation et logistique du 14 janvier,
Maïniare, elle est consultante en communication, vice-présidente du réseau international des femmes leaders, et Dr Fodje Tandjegoura, sociologue, maître de conférence. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM 1. Bonsoir.